Oui, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 11 qui va traiter de la radioactivité. Alors, dans un premier temps, pour introduire ce chapitre, nous allons étudier une vidéo euh, sur laquelle un technicien va mesurer la radioactivité environnante. Je vais vous demander à l'issue de cette vidéo de me répondre à la question suivante. Quelle est l'unité de mesure du détecteur de radioactivité? Voilà, je vous laisse regarder la vidéo, je vous montre à quoi elle correspond et ensuite je vous donnerai la réponse. Je vous rappelle qu'un travail efficace, vous devez regarder la vidéo car il y a beaucoup d'informations qui seront reprises en cours et qui font partie de cette vidéo mais qui ne seront pas notées dans le cours. Donc la vidéo correspond à V1 Introduction sur la radioactivité. Vous la lancez et ensuite vous écoutez tout simplement ce que dit cette personne-là. Voilà. Donc, nous allons considérer que vous avez regardé la vidéo. L'appareil de mesure, donc la réponse à cette question, l'appareil de mesure qu'avait le technicien, c'était un compteur GGR tout simplement. Vous avez également une ressource pour voir comment fonctionne le compteur GGR sur une activité, sur une animation. Et ici, ce compteur GGR qui mesure la radioactivité environnante, l'unité, vous avez vu qu'ici, il y avait des coups par seconde, donc c'est gradué ici en coups par seconde. Ces coups par seconde, on verra que c'est une unité de radioactivité qui s'appelle des becquerels, avec un B majuscule et un Q minuscule, pour préciser qu'on a mesuré tant de coups par seconde. Donc la question naturelle qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que la radioactivité? Ça mesure des coups par seconde. Quels sont ces fameux coups par seconde que détecte, en tout cas que produit ce détecteur? Donc pour ça, nous allons regarder une animation qui va nous permettre de découvrir ce qu'est la radioactivité pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce détecteur. Donc voici l'animation qui est tirée du CEA, hein, Commissariat à l'énergie atomique. Donc ici, on va faire des petits rappels de classe de seconde. On sait depuis un moment que la matière est formée de minuscules entités qui s'appellent les atomes. D'accord? Donc toute matière, notamment par exemple cette tasse. Donc on va zoomer sur cette tasse avec un microscope très puissant et on va isoler un atome de cette tasse. Donc en un atome, on sait depuis un moment que au centre il y a un noyau qui est assez gros, massique, d'accord? Et puis tout autour, il y a des électrons qui sont en perpétuel mouvement, d'accord? Qui sont tout petits et qui sont agités. Donc c'est pour ça qu'il y a un noyau et un électron. Nous, on va traiter de la radioactivité, le phénomène de radioactivité ou d'énergie nucléaire. Il se passe nucléaire dans le noyau. Et on sait que le noyau est constitué de particules élémentaires qui sont les protons, ici en rouge, et les neutrons, ici en gris. À partir de là, nous avons deux types de noyaux. Vous avez un noyau comme celui-ci, qui est bien équilibré en nombre de protons et de neutrons, d'accord? Ils sont collés les uns aux autres car par une interaction, par une sorte de colle fictive qui s'appelle l'interaction nucléaire forte. C'est une force qui les maintient ensemble, d'accord? Et qui est généralement suffisante pour les maintenir ensemble. Donc ce noyau-là, il est stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un atome d'oxygène, comme ça, donc le noyau va rester identique à lui-même. C'est la majorité des noyaux qui sont comme ça d'ailleurs, qui sont sur Terre. Maintenant, il se peut que, parce qu'il y a un nombre de protons et de neutrons qui ne sont pas tout à fait bien équilibrés, ce noyau est dit instable. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a un trop plein d'énergie qui fait que il va se passer la chose suivante. Il va émettre, il va dégager son énergie en émettant des particules ou un rayonnement. De toute façon, dans le nucléaire, un rayonnement est également une particule qui est éjectée, est également appelée rayonnement. Alors ici, ça peut être un proton, ça peut être un neutron, enfin, on verra ce qui est éjecté, d'accord? Ce sera le but de ce chapitre-là. Donc ce noyau instable émet ces rayonnements, et ces rayonnements, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont détectés tout simplement par le compteur de tout à l'heure, et ceux qui ont fabriqué le compteur ont transformé ça en un son, tout simplement.
D'accord? Donc on va voir qu'il existe au niveau naturel, c'est-à-dire que ces noyaux sont naturellement instables, une radioactivité naturelle, donc où il va y avoir émission de particules différentes, et on va appeler ces trois types de radioactivité alpha, bêta et gamma. On verra la différence entre ces trois radioactivités-là, types de radioactivité. D'accord? Et on étudiera ce que c'est. Voilà. Donc, on va maintenant reprendre ce qu'on avait commencé ici. D'accord? Donc ici, on avait répondu à cette question-là. Qu'est-ce que la radioactivité? Comment on pourrait la définir? Ça, normalement, il faudrait que vous cherchiez bien. Je vous laisse 2-3 minutes pour le chercher. Et vous pouvez mettre sur pause et vous reprendrez cette vidéo pour pouvoir tout simplement qu'on y réponde ensemble. Voilà, j'espère que vous avez répondu vous avez fait une phrase pour répondre à cette question-là. Donc la radioactivité, c'est tout simplement quoi? J'aurais répondu la chose suivante. L'émission de rayonnement ou de particules par un noyau dit instable. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors que compte ce détecteur? Il compte quoi? Tout simplement, il compte le nombre de rayonnements émis en une seconde, c'est-à-dire le nombre de particules émis en une seconde. On appellera ça, dans le cours, l'activité d'un échantillon avec plein de noyaux radioactifs qui émettent des rayonnements, un certain nombre de rayonnements par seconde. Donc au cours de ce chapitre, nous allons voir les notions suivantes. Quels sont les types de radioactivité? Donc il y en a trois. On verra qu'ici, ça se distingue en deux types de radioactivité. Comment varie la radioactivité d'une source au cours du temps? Parce que une fois que le noyau a émis ces particules, son énergie a diminué et il est rendu stable. Donc au bout d'un moment, il y a de moins en moins de noyaux qui sont instables. Donc forcément, la radioactivité, qu'est-ce qu'elle va faire au cours du temps d'un échantillon? Elle va diminuer. Mais comment va-t-elle diminuer? C'est ça la question qu'on va se poser. Et quels sont les risques liés à la radioactivité? Car cette émission de particules, c'est pas anodin. C'est-à-dire que pour l'être humain, si on est juste à côté, ça peut nous créer des problèmes. On verra quels sont les dangers pour la santé causés par cette radioactivité, cette émission de rayonnement. Donc bien sûr, vous avez ici le résumé de tout ce qu'on va faire dans le détail, que je vous laisserai consulter, d'accord, et qu'on verra au cours de ce chapitre. Donc pour bien commencer, vous ferez l'activité documentaire page 220, d'accord, et puis on corrigera ça en classe avec des questions relativement simples et l'étude du texte qui est là. Nous corrigerons donc ça en classe et nous laisserons cette partie-là libre. Alors maintenant, nous allons attaquer des révisions de secondes pour pouvoir bien faire la suite. Alors dans un premier temps, donc on va faire un rappel sur le noyau de l'atome et les isotopes. Donc on a vu que la radioactivité était due au noyau qui était instable. Les électrons pour nous ne sont pas quelque chose qui rentre en ligne de compte dans la radioactivité. Donc de quoi est constitué un atome? Je l'ai dit tout à l'heure, des électrons qui gravitent, et puis un noyau, ou on l'appelle également nucléide. C'est un autre vocabulaire qu'on utilise. Alors, de quoi est constitué maintenant le noyau? De deux particules dont on a vu tout à l'heure, donc vous pouvez noter que c'est un proton, et ensuite un neutron, des neutrons, d'accord, qui sont agglutinés ensemble et qui sont collés ensemble. L'ensemble neutron plus proton, donc ça c'est du vocabulaire, constitue ce qui s'appelle les nucléons. Donc important à retenir également ce terme-là. Donc on peut noter qu'un noyau est constitué de neutrons, de protons, et l'ensemble forme des nucléons. Maintenant, petite question. J'ai ce noyau-là. À quel élément chimique appartient ce noyau? C'est-à-dire, quel est le nom de l'élément chimique correspondant
à ce noyau-là. Ce noyau-là est constitué, donc, on voit bien ici, de 2 protons et de 2 neutrons. D'accord? Donc je vous laisse un petit peu chercher un noyau qui a 2 protons. Quel va être son nom? Une petite indication, vous devez avoir besoin d'une donnée supplémentaire que vous pouvez piocher dans votre livre. Bien sûr, je vous laisse chercher. Bon voilà, vous avez donc normalement bien cherché ce qu'il en était. À partir de là, les 2 protons, il faut savoir, et ça a été appris en classe de collège, que ça donne le nom de l'élément chimique dans la classification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on a la classification périodique, et vous savez que les atomes sont classés par ordre croissant du nombre de protons qu'il y a dans le noyau. 1 proton, l'hydrogène, 2 protons, l'hélium, je passe ensuite à la ligne, 3 protons, 4 protons, 5 protons, 6 protons, 7 protons, 8 protons, 9 protons, 10 protons. Alors pourquoi je passe à la ligne? Parce que ici nous avons des couches également électroniques qui se remplissent au fur et à mesure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de protons. Donc ici, on avait 2 protons. 2 protons, c'est le nombre qui est là, qui s'appelle le numéro atomique ou encore le nombre de charges. Pourquoi? Parce que les protons sont chargés positivement. Donc ici, nous avons l'hélium, puisqu'il y a 2 protons dans l'hélium. C'est comme ça qu'on reconnaît l'hélium. Il n'y aurait eu qu'un proton, on était à l'hydrogène. Il y aurait eu 4 protons, on était au beryllium, etc., etc. Donc à nous de reconnaître où on en est dans la classification. Donc à partir de là, on peut répondre tout simplement que, et c'est une première règle grâce à ce qu'on vient de faire, c'est l'hélium de symbole He, le nombre de protons s'appelle le nombre de charges. Il se note Z, d'accord? Et il s'écrit en bas, ici, le Z égale à 2. Attention, ce qu'on a dit, c'est le nombre de charges Z qui définit le nom de l'élément chimique. Et c'est non pas le nombre de nucléons qui est là. On ne va pas à la 4e case, voilà, on va à la 2e case parce qu'il y a 2 protons. Alors maintenant, question simple avec le vocabulaire, combien de nucléons possède ce noyau d'hélium de symbole He? Il fallait tout simplement, c'est assez simple, hein. Je vous laisse réfléchir un peu, mais il faut répondre tout simplement 4 nucléons. Donc, le nombre de nucléons s'appelle le nombre, ici, attends, le nombre de masse. Il se note A. Alors pourquoi il s'appelle le nombre de masse? Tout simplement parce que dans un atome, qu'est-ce qui pèse de plus lourd? Vous avez bien vu, c'est le noyau qui est gros, qui est massique. Tandis que les électrons qui sont autour sont tout petits, et puis ils circulent autour comme ça, à grande vitesse, donc ils n'ont pas de masse pratiquement, par rapport au noyau qui est là. C'est pour ça qu'il s'appelle le nombre de masse, et on l'a noté A. Pour quelle raison? Ça, je l'ignore. Donc ici, le nombre de masse de cet atome, c'est 4. Donc ici, dans l'hélium, ici, nous avons ici le chiffre 4, donc ici en haut, le nombre de masse, d'accord, ou le nombre de nucléons, attention, de l'isotope le plus abondant. On va voir ce que ça veut dire cette affaire-là, l'isotope le plus abondant. Donc, quand on va noter ce noyau d'hélium, il y a une façon de noter un noyau, hein, chimiquement on va dire. On va mettre son symbole, He, puis on va dire ce qu'il a dedans. D'après la classification, on a vu qu'il y avait 2 protons, et ici qu'il y avait 4 nucléons. Donc de manière générale, n'importe quel noyau d'atome ou nucléide, on va le noter X, comme un noyau inconnu, d'accord? Ici en bas, on va mettre le nombre Z, nombre de charges, et ici en haut, on va mettre le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre A, le nombre de nucléons. D'accord? Il y a une relation entre ce nombre de masse A, c'est-à-dire nombre de nucléons, le nombre de charges et le nombre de neutrons. Ça va être tout simplement le nombre de masse est égal au nombre de protons, plus quoi? Plus le nombre de neutrons. Il n'y a pas de lettre pour le nombre de neutrons. Donc on va noter nombre de nucléons, et ici, nombre de protons. Voilà de manière générale comment on peut noter un noyau. Alors maintenant, petits rappels qui vont nous être utiles, toujours pareil.
Un proton, ça a une charge, et ça a une charge dite plus E. D'accord? E étant le symbole de l'électron, et ça a une charge égale et opposée à l'électron qui s'appelle plus E. On va dire une charge élémentaire positive, E, parce que la charge élémentaire, c'est la charge de l'électron. La charge de l'électron, c'est pas plus E, mais donc ça va être moins E, une charge négative. Et la charge d'un neutron, comme ça son nom l'indique, neutron, il n'est pas chargé, il n'est pas chargé. Donc sa charge est nulle. À partir de là, on va noter un électron, même, c'est un peu bizarre, mais on va voir pourquoi plus tard. On a une notation nucléaire d'un noyau X, A, Z. L'électron, ne faisant pas partie du noyau, a une notation également. La notation, c'est la suivante. On va mettre un E, on va essayer d'associer une notation, ce que je viens de vous dire, à ce symbole-là. Donc ici, le nombre de charges, ici, la charge d'un électron, on vient de dire que c'était moins. Donc on va lui mettre moins en bas une charge. Et il n'appartient pas au noyau. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vrai, il n'appartient pas au noyau, donc son nombre de masse, il n'a pas de masse. Je viens de le dire, il n'a pratiquement pas de masse, donc on va lui mettre 0, il a une masse nulle. On en aura besoin, vous verrez pourquoi. De même, si on doit faire la notation du neutron, le neutron sous la forme x à z. Là, par contre, c'est une particule du noyau. Donc, on va encore lui donner son initiale, n. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre comme nombre de masse? Eh bien, il a 1, parce que c'est une particule élémentaire du noyau. Donc, une charge de 1. Et ensuite, ici, qu'est-ce qui va enfin, une masse de 1, parce que c'est un nucléon. D'accord? Et ensuite, la charge, sa charge est nulle. Donc, on va lui mettre tout simplement 0. Donc N01 représentera le neutron. Alors maintenant, dernière partie. Quelle est la différence entre ces deux noyaux-là? Donc ces deux noyaux-là, visuellement, j'en ai pris deux très simples. Ils ont un nombre de nucléons qui est différent. Et dans ce nombre de nucléons, on voit que le nombre de protons est le même, mais que le nombre de neutrons, ici, il en manque un. D'accord? Donc c'est le nombre de neutrons qui est différent entre là et là. Ensuite, à partir de là, quel est le nom alors de ces deux atomes? Quel est leur nom? Est-ce que c'est d'aluminium? Est-ce que c'est du fer, etc. Comment on va les nommer? Ils n'ont pas le même nombre de nucléons, c'est-à-dire de neutrons. Alors je vous laisse y réfléchir, bien sûr vous avez besoin d'un autre outil qui va être quoi? Ou alors simplement avoir bien retenu ce qu'on a dit avant. C'est un petit piège que je vous tends. Alors ben voilà, bien sûr, ils s'appellent tous les deux de l'hélium. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est le nombre de protons qui définit son nom dans la classification. Donc on va toujours à la deuxième case, et la deuxième case, c'est toujours de l'hélium. D'accord? Par contre, l'hélium qui est là et l'hélium qui est là diffèrent par le nombre de nucléons. Ici, il y a 4 nucléons, ici, il y a 3 nucléons, ici 2 protons, et ici un neutron. C'est ça qu'on appelle des isotopes. Des isotopes, ce sont des mêmes éléments chimiques qui ont un nombre de neutrons qui est différent. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une règle sur le nombre de neutrons? Est-ce qu'il y en a 2, 3, 4, ça? On ne le sait pas et c'est un peu compliqué, donc on vous les donnera. Mais voilà, ce seront des isotopes. Je vous rappelle, tout à l'heure, je vais revenir quand même tout à l'heure sur ce qu'on a fait. Ici, dans la classification, il y a marqué le nombre de nucléons de l'isotope le plus abondant. Il s'avère que n'importe quel élément chimique a des isotopes là-dedans, c'est-à-dire un nombre de neutrons qui est différent. Et il s'avère que le plus abondant dans la nature, quand vous avez de l'hélium en présence, eh ben c'est celui qui a 4 nucléons. Il en existe d'autres, mais avec beaucoup moins, dans une quantité beaucoup moins importante. Donc ça, c'est bien à retenir, et c'est ça la notion de isotope. Donc ici, je reviens, toujours l'hélium, et il a toujours 2 protons, ils ont toujours 2 protons chacun. On va écrire la notation de ces deux noyaux, en suivant les règles qu'on a dit. Donc on a toujours ici HE, par contre on va lui mettre en bas 2 et en haut 4. Bien d'accord, 2 protons, 4 neutrons. De l'autre côté on va également l'appeler HE, mais ici on va l'appeler 2 en bas, et ici 3. Donc ça va être de l'hélium 2, 3.
à partir de là, on va appeler ces deux éléments-là différemment. On va pas dire que c'est de l'hélium, tout simplement. On va dire qu'ici, c'est de l'hélium 4. D'accord? On les appelle donc des isotopes, hein, bien sûr. On va donner la définition, puis après je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va compléter cette définition. J'essaye de vous laisser un peu de temps pour la compléter. Des isotopes, ils ont le même nombre de quoi? Bien sûr, on a dit de protons, mais des nombres de neutrons, donc de nucléons différents. D'accord? Voilà la définition qu'il faudra retenir, qui est souvent demandée au bac. Rappeler ce qu'est la définition, la notion d'isotopie, etc. Donc pour les différencier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va les appeler comment? Ici, on va l'appeler l'hélium, ici on va l'appeler l'hélium, et pour les différencier, on va dire qu'ici il y a 4, et ici il y a 3, donc hélium 4, et ici hélium 3, que vous pouvez compléter. Voilà, maintenant vous pouvez faire les exercices qui sont ici et correspondant à une page qui est tout simplement là, sur votre cours. Qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Un tableau que vous devez compléter de manière logique. Je vous laisse y réfléchir. Et ici, vous avez l'abondance naturelle de chaque isotope. Donc, vous citerez l'isotope de l'uranium le moins abondant et l'isotope de l'oxygène le plus abondant. Je vous laisse y réfléchir et nous corrigerons ça en classe. La deuxième chose que vous aurez à faire, ici, c'est tout simplement des exercices du livre que je vous rappellerai sur le cahier de texte qui vont, enfin plutôt que vous allez avoir ici, que je vais vous donner. Donc, ici, de 11 à 17, page 230, et qu'on fera en classe, bien sûr, quand vous aurez bien complété et compris ce qu'on a fait dans cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et nous nous retrouverons en classe.